Aujourd'hui, de façon anachronique, on dirait que Bazin était un grand performeur, puisque c'était un bègue d'abord. Ah oui. Donc d'abord, on a fait entendre sa voix dans le film volontairement, parce que dans les émissions de radio où il a été enregistré, c'est très frappant. Mais c'est un bec particulier, comme je l'explique dans la préface des œuvres complètes. C'est un bec qui ne répète pas les morceaux de mots, mais qui les fait attendre. Ça s'appelle du bégaiement de troncation. C'est-à-dire, au lieu de dire si, né, mama, il dit si, Nema. Et je pense que ça faisait partie de sa performance, parce qu'on a quelques articles de journaux comme ça, de témoignages qui disent il a du mal, mais alors on est resté jusqu'à minuit. C'est-à-dire que je pense qu'il devait donner le spectacle de quelqu'un qui avait du mal, qui était comme un performeur qui allait y arriver ou pas y arriver, qui était sur un fil, et on avait toujours peur que le fil se rompe et qu'il n'arrive pas à terminer sa phrase, pas à terminer son mot, et puis qui finalement était toujours victorieux. Bonjour Marianne Letray, bonjour Hervé Joubert-Laurencin. Merci d'être présent pour cette deuxième émission de One Plus One. Aujourd'hui, on va parler donc d'André Bazin à l'occasion de l'intégrale Bazin qui vient d'être édité aux éditions Macula et aussi d'un film que vous avez co-réalisé tous les deux, Bazin roman. Il faut dire qu'André Bazin, c'était plus pour vous qu'un grand critique, plus qu'un ami, c'était presque un père. Hein, Oui, mais enfin c'était le plus grand critique de cinéma, de la Libération jusqu'à... Oui, vous dites d'ailleurs que c'est plus qu'un critique, c'est un écrivain de cinéma. Bazin roman commence par une image de François Truffaut, où donc il évoque Bazin, et pour moi c'est l'image que j'avais d'André Bazin, c'est-à-dire une image un peu de père spirituel de la Nouvelle Vague, puisque Bernard Pivot dit qu'il a un rapport vraiment de père par rapport à Truffaut, et aussi très affectif et romanesque en fait avec la personne même de François Truffaut. Outre ça, et outre le qu'est-ce que le cinéma, je trouve que l'image et ce qu'on a de Bazin est assez flou, et votre film abandonne immédiatement Truffaut, la Nouvelle Vague. On pourrait presque dire que le film déconstruit cette image, tout en la trouvant très belle. C'est pas du tout une façon de détruire cette relation qui est très belle entre Truffaut et Bazin, personnelle, ni même la relation qui lie historiquement Bazin et tous ceux de la Nouvelle Vague issus des cahiers du cinéma, parce qu'elle existe et c'est comme ça que Bazin est connu dans le monde entier. Parce qu'il y a eu, après sa parole, il y a eu des actes, et il y a eu des films. Voilà. Mais notre film le déconstruit complètement ça, au fond, parce qu'il passe à autre chose, et cette autre chose, c'est un retour en arrière. Et nous, on part d'un projet de Bazin à la toute fin de sa vie, qui devait faire un film. Et il devait faire un film, et il a commencé son travail, mais il est mort de maladie sans avoir pu le faire. Et nous, qui n'avions jamais fait de film avant, on s'est retrouvés dans la situation même de Bazin, c'est-à-dire de faire notre premier film. Et pour l'instant, on n'est pas mort. Voilà. Et donc le film existe. Il s'appelle Bazin roman. Le critique de cinéma. Il essaie en vain de brunir sur la plage du Carlton. Autour de lui, des athlètes de bronze flirtent nonchalamment avec des femmes incontestablement belles. De cette beauté des plages de luxe qu'on ne retrouve qu'au cinéma. Plusieurs d'entre elles le sont, du reste vedettes de cinéma. Ce ne sont pas les plus belles. Mêlées à elles, des filles inconnues et presque nues, dont la fonction est évidemment d'être belles comme on l'est à l'écran. La densité de la beauté physique est ici infiniment plus élevée qu'elle ne l'est en moyenne sur les 500 000 km² de territoire français. C'est que la beauté est un luxe comme les voitures américaines et les palaces qu'on peut voir sur la Croisette. Comme telle, elle accompagne partout l'argent. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point Bazin réfléchit à partir du cinéma, mais de manière au fond très personnelle. Et on retrouve comme ça une forme de subjectivité tout à fait assumée. Et je me demandais si quand Bazin commence à écrire, c'était répandu ou au contraire il détonne. Ça c'est difficile à dire, parce qu'il existe, je pense, à peu près toutes les formes de critique et aussi d'écriture sur le cinéma. Mais Bazin est plutôt, à mon avis, est plutôt dans ce qui se fait dans la critique, c'est-à-dire effectivement un jugement assumé,
et une précision dans le détail. Donc il assume, moi je trouve qu'il assume complètement son rôle, son jeu de critique dans des journaux, c'est-à-dire de journaliste. Au fond, il fait un vrai travail de journaliste, et il fait un vrai travail de journaliste hyper spécialisé dans le cinéma et la critique d'art. Et la critique d'art, il y a une longue histoire, sauf que la critique de cinéma, il n'y a pas une si longue histoire. Et Bazin, là, est une sorte de prophète un peu précurseur. Il a une parole qui, aujourd'hui, comprendrait presque comme telle, comme si c'était un théoricien. En réalité, ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un professeur, parce qu'il n'existe encore pas de professeur proprement dit, ou alors très peu. C'est totalement exceptionnel. Et donc, il se tient dans tout ça. Et ce qui tient l'ensemble, ce qui traverse tout ça, et qui fait que Bazin est quand même assez exceptionnel et tient dans le temps, et ce qui m'a permis aussi, avec les éditions Macula, de publier 2800 textes, c'est-à-dire tout ce qu'il a écrit, ce qui quand même paraît un peu débile au début, puisqu'on se dit qu'un journaliste, il fait ce qu'il peut, et tout n'est pas de même niveau. En fait, tout est de même niveau en un certain sens, tout est intéressant, pas par un intérêt historique, mais parce que ce qui traverse tout ça, c'est que Bazin est un écrivain. Donc Truffaut a raison. C'est un écrivain de cinéma parce qu'il n'écrit que sur le cinéma, mais surtout c'est un écrivain. À ce point de ses réflexions, le critique s'aperçut qu'il était plutôt triste, et s'étonna que sa fréquentation du cinéma, non seulement ne l'eût pas familiarisé avec le spectacle du luxe, mais encore que la même cause produisit les effets rigoureusement contraires à l'écran et dans la réalité. Car enfin, le spectacle de sa voisine de plage lui seyait admirablement. De quoi pouvait-il se plaindre ? C'était encore plus beau qu'en Technicolor. Allons, autant se l'avouer. Il était triste, parce que tout ça ne lui appartenait pas, ne lui appartiendrait jamais. Parce qu'il n'osait pas violer sa voisine et voler la buick en bois des îles. Il trouva à la réflexion ce sentiment condamnable mais naturel, et s'étonna davantage qu'il ne fût pas partagé par les centaines de millions de pauvres bougres auxquels le cinéma offre hebdomadairement en pâture précisément un semblable spectacle. Les piétons et même les bicyclistes, les bedonnants et les rachitiques, les femmes laides et les vieilles filles et tout simplement l'immense cohorte de ceux qui travaillent pour vivre. Tout cela et beaucoup d'autres donnent chaque semaine leur billet de 100 balles pour contempler les voitures et les cuisses aérodynamiques dont ils seront éternellement privés. C'est alors que le critique comprit que le cinéma était un rêve. Non pas comme on le laisse parfois entendre à cause de la nature illusoire de l'image cinématographique, non pas même parce que le spectateur s'y trouve comme plongé dans une rêverie passive, encore moins parce qu'il autorise tout le fantastique du rêve, mais bien plus profondément au sens strictement freudien, parce qu'il ne fait pas autre chose que de dramatiser la réalisation d'un désir. En fait, ma rencontre avec Bazin, elle est celle-là, de rentrer dans une librairie, d'ouvrir au hasard ce livre, parce qu'il y avait marqué « Qu'est-ce que le cinéma ?» Et là, tu te dis « Ah, ça, s'il pouvait me répondre, ce serait tellement génial !» Et tu ouvres au hasard, et je me souviens très très bien de la page, c'était la dernière page d'un article sur Tati, et juste, j'ai été foudroyée par la beauté de l'écriture, en fait, et par la capacité à créer l'image, et par la métaphore, et par qui ensuite, voilà, qui n'est pas une métaphore pour faire de la métaphore, mais qui est en fait, ce qui est très frappant, c'est la manière dont il recherche à créer, à traduire du sens, et comment les images qu'il emploie créent en retour du sens. C'est un peu ce que tu dis, le va-et-vient ou le ping-pong, mais au sein de l'écriture, ça s'entend très bien, et ça s'entend aussi dans un travail rhétorique extrêmement puissant, en fait. En 1958, pourtant, le même André Bazin, critique de cinéma au sommet de sa reconnaissance, se lance dans la réalisation d'un court-métrage documentaire sur les petites églises romanes rurales de Saintonge, sollicité et soutenu par le producteur Pierre Braunberger. La contradiction n'est qu'apparente. Ce que Bazin dit vouloir filmer, ce n'est ni l'église pour elle-même, ni les seuls paysans charentais, c'est le monument religieux totalement absorbé par l'organisme rural. Alors, dans votre film, on apprend aussi, finalement, via donc, une ancienne petite amie, que même l'idée d'être critique était aussi dans le but de devenir cinéaste. Ce qui n'est pas du tout un lieu commun
de... Ah, tu l'as compris comme ça. On peut l'entendre comme ça. Oui, on peut l'entendre comme ça. On peut l'entendre absolument. Oui. Ouais. C'est une parole qu'on a trouvée, qui a été enregistrée dans les années 80 à la radio. Et elle dit exactement... On parle de toucher au cinéma. Toucher, je veux toucher au cinéma. Il veut toucher au cinéma. Enfin, il fait une hypothèse comme quoi le Moyen-Âge et le cinéma, ce serait la même chose. Et il dit, pour y répondre, il va falloir que je touche au cinéma. Je ne pourrai répondre qu'après avoir touché au cinéma. Alors, toucher au cinéma. Évidemment que pour nous, on l'a fait entendre dans le film comme je veux toucher au cinéma, c'est-à-dire je veux le toucher par l'écriture, par la critique, par tout ce que je vais écrire, mais comme il n'a encore rien écrit, tout est ouvert. Et donc, il y a aussi cette possibilité de je veux toucher le cinéma. Un jour, j'en ferai aussi. C'est-à-dire que ce film sur les églises de Saintonge, où Bazin découvrait que les églises de Saintonge étaient parfois habitées par un fermier transformé en ferme. Peut-être, soit on se l'est dit, soit on l'a imaginé, soit c'était dans notre inconscient. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui travaillait Bazin et qui rappelait son travail sur Rouquier, en fait. Il parle de la mauvaise conscience qu'on a d'avoir oublié notre rapport à la terre, d'avoir oublié les paysans, donc il y a quelque chose, et qui est très lié aussi d'ailleurs au cinéma, de filmer quelque chose de peut-être déjà mort ou sur le point de mourir. Mais que cette chose morte déjà ou sur le point de mourir est en pleine vitalité. Il est très important de noter que les animaux de Touraine ne sont pas dressés, seulement apprivoisés, et qu'ils ne réalisent pratiquement jamais ce qu'on les voit faire. Quand il le semble, c'est qu'il y a trucage, main hors du cadre dirigeant l'animal, ou fausses pattes animées comme des marionnettes à tiges. Toute l'ingéniosité et le talent de Touraine consiste à les faire rester à peu près immobiles dans la position où il les a placés pendant la durée de la prise de vue. Toute une histoire s'échafaude ainsi avec de nombreux personnages aux relations complexes, sans que les protagonistes aient presque jamais fait autre chose que de se tenir tranquilles dans le champ de la caméra. L'action apparente et le sens qu'on lui prête n'ont pratiquement jamais préexisté au film, pas même sous la forme parcellaire des fragments de scènes qui constituent traditionnellement les plans. Je vais plus loin et j'affirme qu'il n'était pas seulement, en l'occurrence, suffisant, mais nécessaire de faire ce film au montage. En effet, si les bêtes de Touraine étaient des animaux savants, à l'instar par exemple du chien Rintintin, capables de réaliser par dressage la plupart des actions que le montage porte à leur crédit, le sens du film en serait radicalement déplacé. Notre intérêt n'irait plus alors à l'histoire, mais à la prouesse. En d'autres termes, il passerait de l'imaginaire au réel, du plaisir de la fiction à l'admiration d'un numéro de music-hall bien exécuté. C'est le montage, créateur abstrait de sens, qui maintient le spectacle dans son irréalité nécessaire. Il a fait exister par la pensée, par le discours, toutes les prémices de la modernité. L'idée créée par Bazin particulièrement, comme l'a brillamment expliqué Gilles Deleuze, au fond, quand il s'est mis à faire un livre sur le cinéma, il a commencé par là. Enfin, quand il commence son deuxième tome, il part de là. C'est que cette façon de décrire le néoréalisme, c'est déjà tout ce qui va être cinéma moderne que Bazin, lui, n'a pas pu voir. Là, c'est vraiment sur le terreau des expériences de Rossellini, dans les ruines de l'Europe qui sort de la guerre. Donc il y a quelque chose qui s'appesantit, il y a quelque chose qui n'est plus possible de la même manière, l'action n'est plus possible de la même manière. Enfin, il y a toutes les explications de Deleuze qui sont assez claires et nettes là-dessus, presque totalement pédagogiques, qui permettent de bien comprendre ça. Et c'est là-dessus que les expériences qu'on appelle modernes, c'est-à-dire après, qui se développent dans les années 60, disons, puis qui après ne s'arrêtent pas, elles coexistent avec d'autres choses. Bazin les a vues ou les a exprimées dans ce qu'il a écrit sur le néoréalisme notamment, mais ce qu'il écrit sur le néoréalisme et aussi sur d'autres films qui n'ont rien à voir avec le néoréalisme italien, mais qui sont novateurs, comme certains films de Cocteau ou même certains films de théâtre, la façon dont le cinéma s'empare du théâtre dans plusieurs films de façon complètement différente, et puis Bresson, donc il y a des expériences de modernité assez radicales qu'il repère. Quand il est sur ces films-là, il en parle comme ça, et puis quand il parle d'autres films, l'idée est déjà là. Donc il voit le cinéma à travers ce filtre, et ce filtre-là, c'est celui qui va, ce sur quoi
va se penser et s'imaginer des nouvelles formes dans les années 60. Film qu'il ne verra pas.